Cette semaine au balado, on parle du rapport de recherche sur la natalité au Québec avec le chercheur à l'Institut Cardus, Étienne Alexandre Beauregard. Et on vous présente un extrait de la conférence sur la liberté individuelle qui a eu lieu à Québec avec Jérôme Blanchet-Gravel, Frank Fournier, Joey Aubé et Science et GG. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'Étienne Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus. Étienne Alexandre, bonjour. Bonjour Francis. Étienne Alexandre, on vous connaît, on vous a reçu plusieurs fois au podcast. Vous êtes chercheur et vulgarisateur, on pourrait dire, parce que l'ensemble de vos recherches ont bel écho dans les médias et ça vous donne l'occasion justement de partager à la fois vos constats et vos conclusions. Récemment, vous avez publié une étude qu'on peut consulter au cardus.ca. Son titre, « Un Québec sans enfants », point d'interrogation, aider les familles québécoises à avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent. Alors, Étienne Alexandre Beauregard, parlez-nous d'abord là, d'où vient un peu, peut-être l'intention derrière cette recherche. C'était quelque chose que un sujet qui vous intéressait particulièrement? Oui, mais je pense que c'est une question qu'on peut pas vraiment se permettre de ne pas poser dans le Québec d'aujourd'hui parce que je pense qu'on le voit que la question de la démographie, ça va être vraiment la question du siècle, en fait, partout dans le monde d'ailleurs. Puis surtout, au Québec, particulièrement, comme on est une population qui est minoritaire en Amérique, c'est une question qu'on doit absolument se poser. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de prendre la parole sur cette question-là dans les dernières semaines dans les médias parce qu'on dirait que le tabou, en fait, qui empêchait certains de questionner toute cette question de la natalité a un peu pris le bord quand on a vu les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec pour 2024 et encore 2025 qui indiquaient, en fait, qu'il y a eu plus de morts que de naissances au Québec. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quand même un certain point qui a été franchi. Et on voit d'ailleurs qu'avec 1.33, là, ça remonte un peu à 1.36, on est quand même à des seuils historiques en matière de basse fertilité. Puis ça, évidemment, ça a des conséquences autant individuelles que collectives sur l'ensemble du Québec. Fait que ça valait au moins la peine de se pencher là-dessus pour voir quelles seraient les conséquences économiques, culturelles, personnelles que ça aurait sur notre nation. Parce que c'est pas vrai que d'être dans une période de croissance démographique, dans une période de décroissance accélérée, ça n'a pas des conséquences sur tout le monde. Donc, il faut au moins en être conscient pour savoir quelle période on va vivre dans les prochaines décennies. Commençons d'abord par les causes, parce comme disait Aristote, on connaît toujours sujet par ses causes d'abord. Vous nous avez décliné un peu le constat, les faits actuellement. Mais j'imagine que ça s'insère dans une dynamique qui ne date pas d'aujourd'hui. Là, c'est une dynamique qui s'insère dans le temps long, pourrions-nous dire, même que certaines de vos graphiques commencent en 1970. Mais parlez-nous un peu là, de d'où ça vient un peu, ou peut-être nous décrire dans l'histoire cette chute démographique. Est-ce que c'est arrivé d'un seul coup ou est-ce que c'est quelque chose de graduel qui nous accompagne et finalement aujourd'hui, la chose qui change, c'est que les effets sont encore plus aigus qu'ils l'étaient il y a encore quelques années? Oui, c'est sûr que d'abord, les conséquences sont beaucoup plus certaines que les causes. Parce que les causes, il y a beaucoup de spéculations, puis toutes sortes de problèmes comme ça, en fait, que souvent, c'est toutes sortes de causes différentes qui vont se regrouper ensemble pour avoir un effet qui va être multiplié. Là. Puis si on regarde, en fait, la perspective historique, le Québec, effectivement, est sous le seuil de remplacement depuis 1970 environ. Cela dit, il y a quand même une différence qui n'est pas que quantitative, qui est pratiquement qualitative quand on passe d'une fécondité, comme c'était encore le cas en 2008-2009, de 1,7 1,75, qui garantit une sorte de maintien, c'est-à-dire un déclin, mais très petit, là, qui ferait en sorte que tu baisses relativement, disons, de 1 ou 2 millions sur 100 ans par rapport à une fécondité de 1,33 où on a fait la simulation pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, on passerait de 9,11 millions de Québécois, comme c'est le cas en ce moment, à 3,66 dans 100 ans. Là, on parle là, d'une réduction comme peau de chagrin. Les causes, en fait, elles sont multiples. Évidemment, il y a eu toutes sortes de changements dans les dernières décennies qui font que, maintenant, on a des modèles familiaux qui sont différents avec deux parents qui travaillent. Évidemment, ce n'est pas en soi
nocif pour la natalité. Je veux dire, il n'y a pas d'opposition infranchissable entre les deux. Et c'est là que la question de la conciliation travail-famille se pose d'ailleurs. Puis je pense qu'à ce niveau-là, on a le devoir de réfléchir à comment on est capable de concilier tout ça. Parce que ça, c'est une des choses qu'on montre aussi dans l'étude, c'est que les Québécois ont encore un désir d'avoir une famille. Là. Quand on demande aux gens, c'est toujours au-dessus de deux ce qu'ils désirent. Donc, il y a la question de la conciliation entre le travail et la famille qui est importante. Mais on comprend là, qu'on est dans un contexte de modernité parce que si on incluait jusqu'en 1900, ben là, on verrait que quand même, avoir 12 enfants, c'est difficile de concilier travail et famille pour la femme en particulier dans ce contexte-là. Mais là, on a commencé peut-être en 1950, 1970, disons, de chercher les causes. Là. Donc, il faut mentionner aussi que dans ces années-là, la première moitié du 20e puis la dernière moitié du 19e, le Québec était une société agricole. À ce moment-là, effectivement, la question de la conciliation travail-famille ne se pose pas dans la mesure où c'est plus de bras pour gérer la terre d'avoir plus d'enfants. Donc, c'est une décision quasiment de conciliation travail-famille d'avoir une famille nombreuse. Quand c'est une richesse économique. Là. C'est augmenter ses revenus que d'avoir beaucoup d'enfants, tandis qu'aujourd'hui, c'est davantage augmenter ses coûts, finalement. Ben voilà, parce que le modèle est tellement différent que la question de la conciliation se pose presque à l'inverse. Mais donc, il y a cet aspect-là, évidemment, dont on parle souvent. Il y a aussi la question de l'incertitude économique et du coût de la vie. Parce que quand on regarde, notamment à partir des années 70, les périodes où il y a vraiment des creux, parce que c'est pas la première fois qu'on a ça, la fécondité, c'est un peu cyclique, ça tend à baisser, ça tend à remonter. Ça vient beaucoup aussi avec les périodes de difficultés économiques. La première fois où le Québec a atteint un creux autour des 1,3, c'est-à-dire 1,36 dans les années 80, c'était juste après la récession de 81-82 qui a vraiment fait plonger la fécondité. Si on regarde après la crise de 2008, encore une fois, on a une baisse. Si on regarde après le COVID, c'est là que ça creuse encore au point où on est. Fait que c'est ça qui me mène à dire que oui, d'abord, le coût de la vie sur le plan strictement matérialiste, de dire est-ce que j'ai assez d'argent pour arriver, c'est une cause, mais aussi la question de l'insécurité et de l'incertitude économique, ça aussi, ça pèse pas beaucoup. Plusieurs études académiques sur cette question-là qui vont dire effectivement quand on est dans une période où, par exemple, il y a plus de chômage, on a l'impression que l'économie est moins forte, bien, il y a toute une incertitude qui vient avec ça, puis qui fait que notamment les jeunes qui n'ont pas eu encore leur premier enfant vont regarder à ça puis dire oh, OK, est-ce que c'est le bon moment de faire ce choix-là? Est-ce qu'on serait pas mieux d'attendre? Fait que oui, il y a cet impact-là qui est important. Donc, il y a eu une dégradation économique au niveau de la famille là, depuis 1970, c'est ce qu'on comprend. Ouais, ben il y a des cycles dans lesquels on est, puis en ce moment, dans le post-COVID, avec l'inflation, avec l'insécurité et tout, on est dans une de ces périodes-là. Je pense que ça explique partiellement pourquoi on atteint vraiment des bas-fonds aujourd'hui. Et l'autre aspect, puis ça, c'est peut-être plus structurel, parce que ça, c'est une tendance culturelle qui existe depuis longtemps, c'est ce que j'appelle un peu le recul des marqueurs de l'âge adulte chez les plus jeunes. Puis pour l'exemplifier, je suis allé regarder les statistiques des jeunes Québécois de 25 à 29 ans. Donc, ça donne à être mon groupe d'âge. Moi, j'ai 25 ans. Mais c'est aussi l'époque où, le moment, en fait, dans la vie où on se demande la question de la parentalité de manière plus aiguë. Parce que quand on regarde, l'âge moyen de la parentalité a augmenté d'environ 25 ans, environ 30 ans pour la première maternité. Pour paternité, c'est un peu plus élevé parce que souvent, les hommes sont plus âgés dans un couple. Mais tout ça pour dire qu'il y a une tendance où ça ne cesse de monter. Et quand on regarde, il y a 3 facteurs qui, je pense, ne sont pas étrangers à ça, qu'on voit toutes des tendances, encore une fois, chez les jeunes Québécois. D'abord, les jeunes étudient plus longtemps, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui fait quand même qu'on entre plus tard sur le marché du travail. Donc, quand c'est question d'avoir les moyens, par exemple, de fonder une famille, d'avoir une maison, etc., forcément, ça vient plus tard si vous arrivez plus tard sur le marché du travail. Il y a aussi la question de est-ce qu'on reste chez ses parents. Puis encore une fois, toutes ces causes-là sont un peu liées, mais si on reste plus longtemps chez ses parents, qu'on ne déménage pas, mais c'est certain qu'on va pas avoir, en tout cas, c'est improbable qu'on va avoir des enfants en restant chez ses parents. Et c'est difficile de fonder une famille dans le sous-sol. Voilà. Ben, écoutez, ça s'est sans doute déjà vu, mais c'est sans doute pas ce que les gens désirent le plus. Et il y a des modèles architecturaux, disons, bi et même triple génération aujourd'hui. Donc. Exact, oui, c'est ça. C'est une possibilité. Puis l'autre facteur, c'est les jeunes de 25-29 ans qui demeurent ou non avec un partenaire, un chum, une blonde, un époux, une épouse. Et ça aussi, c'est en chute. Donc, on voit en fait que si vous ne travaillez pas parce que vous êtes en cours d'études, si vous demeurez encore chez vos parents et que vous ne demeurez pas avec un partenaire amoureux, les chances, effectivement, sont faibles que vous ayez un enfant. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui, ça, viennent de facteurs économiques, mais aussi de facteurs culturels, où on dirait que l'âge adulte vient un peu plus tard. Et ça, c'est sûr que ça a un impact, parce que même si le désir reste présent, si vous avez vos premiers enfants plus tard, c'est improbable que vous allez avoir le nombre que vous désirez si vous en voulez plusieurs. Donc, il y a
tout un éventail de causes qui, on dirait, se regroupent là, pour donner un peu le phénomène là, de dénatalité vraiment chronique qu'on vit en ce moment. Et ces causes un peu d'immaturité là, que vous avez distinguées en trois, en triptyque cause de l'immaturité, on pourrait la qualifier comme ça. Est-ce que justement, il n'y a pas aussi une atmosphère culturelle qui encourage ces trois éléments? Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, ces trois facteurs-là sont le produit de quelque chose. Il y a certainement un discours qui va glamouriser d'une certaine manière cette espèce d'adolescence-là. Là, on voit beaucoup de livres qui sont sortis dans les dernières années sur la question de l'infantilisation. C'est une tendance culturelle qui m'intéresse beaucoup. Après, c'est difficile à quantifier dans un rapport de politique publique. Fait que c'est sûr je me suis pas étendu sur ça, mais c'est vrai que souvent, il y a des facteurs objectifs qui vont venir peut-être d'un récit qui est plus large aussi. Après, c'est dur de quantifier, puis là, on peut spéculer, mais j'ai l'impression que ce récit-là, vraiment, de l'espèce d'éternelle adolescence, va être beaucoup plus prégnant chez la classe moyenne en montant plutôt que chez les classes ouvrières. Parce que quand tu regardes, par exemple, justement, d'abord, si tu ne vas pas à l'université, tu n'as pas cette espèce de période-là où tu n'es pas vraiment dans le marché du travail, puis tu fluctues, alors que si tu as commencé à travailler très jeune, que tu travailles toujours, tu es un peu hors de cette tendance-là. Puis je pense qu'il y a un peu, effectivement, il y a une espèce de culture élitaire qui va valoriser ça, mais à quel point elle est partagée par tout le monde, c'est un peu dur à quantifier. Cela dit, on voit quand même effectivement des indicateurs qui semblent prouver que chez les jeunes, en tout cas, il y a une certaine tendance. C'est-à-dire que vous, d'une certaine façon, vous allez montrer, dans la deuxième partie de notre entretien, les effets néfastes de la dénatalité sur la culture, mais il y en a qui se réjouissent de ces effets néfastes, mais de la dénatalité en tant que telle. Est-ce qu'il n'y a pas, et même quand on a vu, vous avez parlé du tabou, quand vous avez parlé et même de l'accueil de votre de cette question de la dénatalité et de ses effets pervers, c'est souvent accueilli d'une manière, on pourrait dire, avec d'énormes préjugés. Comment osez-vous parler de dénatalité, tout ça? Donc, vous voulez prendre le contrôle des utérus, on a entendu ça aussi. Donc, il y a tout un discours un peu néo-féministe anti-natalité qui est là et qui empêche justement d'avoir ce débat sur la natalité. Est-ce que ce n'est pas aussi une des causes, le fait de ne pas pouvoir en parler, une des causes de cette dénatalité auxquelles on fait face aujourd'hui? J'ai l'impression que ce discours est aussi minoritaire qu'il est influent. C'est-à-dire qu'on l'entend beaucoup, mais à quel point les gens adhèrent à ça. D'ailleurs, on avait fait une étude l'an dernier à Cardus où on interrogeait justement les femmes sur les raisons, d'abord sur le désir d'enfant, mais aussi sur les raisons pour lesquelles celles qui avaient moins d'enfants qu'elles n'en auraient désiré en avaient eu. Puis le fait de, par exemple, pas vouloir faire d'enfants pour sauver la planète ou l'idéologie anti-famille, si on peut l'appeler comme ça, était vraiment très, 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 très minoritaire dans les causes. Je pense effectivement qu'il y a un phénomène idéologique chez certains, disons à gauche de la gauche, qui est comme sans dire agressivement anti-famille, là, mais qui est très, très hostile à cette idée, qui va mépriser vraiment la parentalité, qui va y voir une forme d'esclavage, de soumission, parce que d'être responsable envers quelqu'un d'autre, ça serait abject. D'ailleurs, je me demande souvent si ces gens-là ont la même réaction par rapport à leurs parents ou à leurs frères et sœurs. Est-ce que la responsabilité envers le reste de sa famille est légitime alors que ça ne l'est pas envers ses enfants? Peut-être que ça serait une zone d'ombre à éclairer de leur côté. Mais non, donc je pense qu'effectivement, ça tire beaucoup plus large que ça a vraiment d'impact chez les gens. Alors que, par exemple, les causes du genre je me sens pas prêt, j'ai pas l'impression que j'ai attendu le moment. Puis tout un peu ce délai-là, le fait que le 30 ans est le nouveau 20 ans ou le nouveau 25 ans d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça, c'est certainement plus culturellement ancré et chez des gens qui valorisent encore la famille. Fait que c'est un peu ça, en fait, sans dire le drame, mais en tout cas, le défi qu'on a face à nous en ce moment, c'est comment faire en sorte que ceux qui en désirent, et d'ailleurs, quand on sonde, c'est des sondages du gouvernement du Québec même, quand on demande aux jeunes à quel âge vous pensez que vous aimeriez avoir votre premier enfant, souvent, ils vont dire entre 25 et 29 ans. Fait qu'à ce moment-là, comment faire en sorte que on puisse vieillir à la vitesse qu'on voudrait, plutôt que d'être pris dans les espèces de limbes entre les deux. Parce que je pense qu'il y a un peu de cette frustration qu'on ressent, frustration politique chez les jeunes en ce moment, notamment par rapport à l'accès à la propriété, qui a un peu cette même cause maîtresse-là, c'est-à-dire le désir d'atteindre un âge adulte, d'atteindre certains marqueurs que nos parents avaient à un certain âge, mais qu'on dirait qu'ils ne nous sont pas accessibles aujourd'hui parce que la société a changé, parce qu'on nous exige plus de choses avant d'entrer sur le marché du travail, avant d'accéder à la propriété. Et donc, je pense que tout ça, il y a un peu un facteur qui est global
global là, puis qui touche vraiment de génération là-dessus. Puis vous aussi, peut-être, il y a une décorrélation entre, disons, la biologie, c'est-à-dire que, bon, qu'on le veuille ou non, le cycle, disons, de viabilité et de reproduction est bien déterminé par la nature humaine. Il y a une dimension très biologique à ça. Et donc, on voit disons, un découplage entre la biologie, le désir, et quand vous parlez du désir des femmes, justement, la tranche d'âge est davantage en lien avec cette biologie-là que la réalité, on le sait à partir peut-être de 16, 17, 18 ans, là, les professeurs de biologie pourront nous aider à savoir quand est-ce que est le meilleur moment pour physiquement accueillir la vie. Est-ce que ça pourrait aider justement d'avoir une meilleure correspondance entre la biologie et finalement, disons, les normes sociales et un peu la capacité de la société à réaliser un peu cela? Est-ce que ce critère biologique-là n'a pas été l'enfant pauvre des réflexions politiques depuis au niveau de la natalité là, depuis les années 70? Ouais, ben c'est une question qui est un peu complexe, hein, parce que ça reste quand même un désir qui est intimement personnel puis qu'on doit respecter. Mais moi, quand je vois les sondages qui disent que les jeunes, puis d'ailleurs les femmes plus que les hommes, ceux qui en désirent des enfants, qui sont une vaste majorité, en désirent plus que deux et désirent avoir le premier avant autour entre 25 et 30, ben, ça dit qu'il y a effectivement un désir qui est mal répondu en ce moment en société. Puis je pense aussi que oui, il faut revoir justement cette période-là de la vie des 25 à 29 ans, puis de voir comment est-ce qu'on peut faire des accommodements pour que ce soit plus facile d'avoir une famille, notamment pour les parents étudiants et tout, parce qu'il y a effectivement une vision que, puis on appelait ça dans un de nos rapports l'enfant couronnement, hein, l'idée que d'avoir un enfant, c'est seulement quelque chose qu'on doit ou qu'on peut avoir une fois qu'on a coché toutes sortes de cases dans notre vie, d'avoir terminé ses études, d'avoir un emploi stable, etc., d'être même propriétaire, alors que d'abord, c'est pas tout le monde qui est propriétaire, là, c'est pas les 2 tiers en général. Puis on souhaite qu'il n'y ait pas un tiers de la population qui se sente pas autorisé à avoir des enfants pour cette raison. Donc oui, effectivement, il y a sans doute un discours qu'il faut changer autour de la famille pour dire que ça peut être aussi le bloc de base d'une vie plutôt qu'une espèce d'accomplissement qu'on atteint à la fin une fois qu'on a coché toutes sortes de cases. Puis je pense que fondamentalement, c'est juste d'avoir une plus grande conscience pour ça aussi, parce que je pense qu'on est dans une société qui valorise beaucoup le travail, qui valorise beaucoup des accomplissements sur le marché, etc. Souvent, parfois, au détriment des liens personnels qui pourtant sont tellement fondamentaux à nos vies. Puis d'ailleurs, vous demandez aux gens, est-ce que vous aimez mieux passer du temps avec votre famille ou au travail? 90% des gens vont vous dire, ils aiment mieux passer du temps avec leur famille, c'est normal. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre-là? Pour moi, ça fait aussi partie de la conciliation entre le travail et la famille. Comment est-ce qu'on peut respecter ces deux sphères-là qui sont indispensables à notre vie à tous pour pas qu'il y en ait une qui bouffe l'autre, en fait? On parlait des solutions en terminant, mais pour l'instant, justement, on a parlé des effets pervers de la dénatalité. Là, quels sont ces effets négatifs que ça peut avoir sur la société? Ben d'abord, effectivement, il y a des effets collectifs, comme je le disais tout à l'heure. Et même si vous êtes une personne qui a, par exemple, 12 enfants, dans une société en décroissance avec 1,1 de taux de fécondité, ben vous allez le vivre comme tout le monde. Et évidemment, dans un État-providence comme le nôtre, des fois, je dis à la blague que c'est comme un schéma pyramidal, dans le sens où c'est conçu pour qu'il y ait plus de gens en dessous pour pouvoir payer pour les gens en haut. Donc, à partir du moment où la pyramide s'inverse, ben là, on arrive dans des années qui vont être très, très dures. Il y a une étude de la chaire des enjeux économiques intergénérationnels qui prédit que d'ici 2040, on parle de à peu près 30 milliards de manque à gagner, autant en impôts qui ne seront pas payés parce que c'est des gens qui ne sont plus sur le marché du travail, que de services de santé qui vont être exigés. D'ici 2060, on parle de 100 milliards carrément. Donc, c'est sûr que sur le budget du Québec, ben, ça a évidemment des incidences qui sont majeures. Pour le Québec comme nation, ben, il y a aussi toute la question de notre poids à l'intérieur du Canada et aussi du poids du français au Québec, parce que veut pas, il y a ces enjeux-là qui sont profondément démographiques, puis qui, dans une population qui est culturellement minoritaire sur le continent nord-américain, il y a évidemment des incidences de ça. Donc, c'est sûr que c'est deux gros aspects qu'on ne peut pas vraiment négliger si on veut savoir quels seront les impacts de cette situation-là à moyen et long terme. Donc, on voit qu'économiquement, ça va être difficile. Au niveau culturel, vous l'avez dit, on est déjà, le Québec, dans un océan anglophone. Donc, il y a toute la question de la langue. Et pour reprendre la célèbre citation du professeur dans le film de Denis Arcand, l'important, c'est le nombre. Et c'est toujours la démographie, c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on peut
penser justement cet avenir du Québec et de la défense de la langue d'une manière peut-être plus positive dans un contexte où positive, j'entends par là arrêter d'avoir des lois d'encadrement pour empêcher, mais pour obliger les gens, entre guillemets, à parler français. Comment susciter l'amour de la langue dans un contexte au Québec où la population, disons, décroît. Donc, parlez-nous un peu là, comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir de la culture québécoise dans un contexte justement de dénatalité, de réduction de la population. Oui, mais c'est une bonne interrogation que vous amenez là. Puis je sais que c'est souvent, sans dire un désaccord, c'est un point dont on discute et qu'on n'est pas toujours aligné. Mais effectivement que oui, un peuple, c'est pas que des institutions. Puis peut-être qu'on a eu ce tort-là de penser qu'effectivement, on pouvait tout régler par la loi et que la société, au sens organique et non pas forcément politique du terme, a été un peu le parent pauvre du nationalisme québécois dans les dernières années. Puis bon, moi, je pense qu'effectivement, une nation, c'est aussi une société. C'est aussi une société civile, notamment, qui passe par des familles, qui passe par des organisations, qui passe par toutes sortes de choses, qui ont une vie organique qui ne dépend pas uniquement du marché ou de l'État. Ça, je pense que c'est effectivement une sphère que les nationalistes et les Québécois en général gagneraient à penser davantage, notamment parce que la vitalité de la nation québécoise jusqu'aux années 60 a surtout dépendu de toute cette sphère-là civile qui, justement, face à un gouvernement anglais parfois hostile, il faut le dire, a été capable quand même de préserver, même de faire croître une population au point où on est passé de 60 000 colons à 6 millions. Là. Donc, il y a effectivement quelque chose là. Puis moi, je pense que si on veut avoir un nationalisme qui est peut-être plus complet, qui est peut-être plus réfléchi pour affronter justement cette nouvelle période qui a son propre de défi, la question de la société civile, c'est vraiment indispensable. Puis ça doit être à l'avant-plan de nos réflexions. Puis c'est pour ça aussi que moi, j'ai d'autres enjeux sur lesquels je fais de la recherche puis dont on s'est souvent parlé. La question de la charité, la question justement de la vitalité indépendante de la société civile, la question aussi des écoles indépendantes. Toutes ces questions-là, pour moi, sont intéressantes aujourd'hui parce que pour moi, c'est un de nos grands défis au Québec de dire comment est-ce qu'on est capable d'avoir une société qui est aussi vivante, ce qui n'exclut naturellement pas d'avoir certains garde-fous et certaines lois pour protéger la culture. Moi, je pense, et j'ai toujours pensé, que l'État a une mission de refléter la société, que c'est pas une espèce d'être abstrait qui n'a pas de lien avec la société qu'il gouverne. Mais cela dit, effectivement, encore faut-il que cette société existe encore. Quand vous dites, bon, il n'y avait pas nécessairement eu, c'est un peu le parent pauvre de l'idéologie des nationalistes, la question de la démographie, mais il y avait quand même cette proposition des CPE qui avait pour mission justement d'essayer de concilier travail-famille pour les femmes du Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné? Quel bilan à ce niveau-là de la natalité? Est-ce qu'on peut en tirer un bilan positif, négatif, neutre? Quelle est votre opinion là-dessus? Je vais sortir une étude bientôt sur les CPE. Donc, comme disent les Anglais, stay tuned. Mais ça, sur la question de la natalité, parce qu'il y a une différence entre la conciliation et la natalité. Moi, j'ai jamais vu d'études, d'ailleurs, je sais même pas s'il y en a qui ont été faites sur cette question, qui disent que les garderies ont un impact sur la natalité. En tout cas, il est très faible. Parce que souvent, ça arrive loin après. Fait que l'impact va être plus diffus, par exemple, qu'une allocation à la naissance, où là, ça va être beaucoup comme si tu as un enfant, ben voici le soutien que tu vas avoir pour notamment acheter ce qu'il va avoir en lien avec, etc. Fait que là, il y a vraiment un lien qui est direct avec le fait de donner naissance. Le reste, c'est un accommodement pour concilier le fait d'être parent et le salariat, ce qui, évidemment, peut être positif. Néanmoins, je pense pas qu'on peut dire qu'il y a un lien direct. Là. Cela dit, quand on parle, par exemple, du régime québécois d'assurance parentale, ça, par exemple, il y a certaines études, puis on voit d'ailleurs que dans les années qui ont suivi la création du RQAP, la fécondité québécoise va dépasser la fécondité canadienne pour la première fois depuis pratiquement les années 70. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis d'ailleurs, encore à ce jour, la fécondité québécoise est plus haute que la fécondité du reste du Canada, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et donc, effectivement, d'avoir cet aspect-là, puis ce qui est intéressant avec le RQAP, comme une allocation à la naissance par ailleurs, c'est que ça donne de l'argent aux parents. Et c'est pas une politique qui incite au travail. C'est une politique qui permet d'avoir du temps rémunéré, pas au travail. Puis ça, c'est une différence. Parce que les garderies, d'une certaine manière, quoi qu'on en pense, ça reste une subvention au travail. C'est-à-dire que ça permet de réduire le coût de renonciation si vous avez un emploi salarié tout en étant parent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que c'est une politique qui permet de passer plus de temps en famille? La réponse est non. C'est une politique qui permet de passer plus de temps au travail quand vous avez une famille.
encore une fois, c'est quelque chose qui peut être absolument souhaitable si on désire faire monter, par exemple, le taux de participation au marché du travail, mais ce n'est pas une politique qui va faire que les gens vont passer plus de temps en famille. Ça, ce serait pas vrai, parce que tout le but étant de passer plus de temps au travail. Et c'est pour ça que quand on dit est-ce que c'est une politique pro-famille, est-ce que c'est une politique pro-travail, moi je pense qu'il y a c'est une politique pro-conciliation, certainement. Mais c'est pas une politique pro-nataliste à proprement parler parce que, bon, l'impact sur la fécondité des CPE, comme je me dis, moi, j'ai jamais lu une étude sur cette question-là, fait que c'est un peu difficile à affirmer. Moi, je pense au contraire que ce qui tend à aider la fertilité, c'est ce qui va, par exemple, donner des moyens aux parents supplémentaires parce que l'argent, c'est aussi du temps. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est du temps. Parce que, par exemple, si vous avez plus de moyens, plus d'allocations familiales, puis que vous désirez, par exemple, passer le vendredi à la maison, travailler 4 jours au lieu d'en travailler 5, bien, d'avoir des moyens, vous le permettez, ça le permet. Parce que quand on voit, par exemple, les sondages qui sont faits par le réseau Québec Famille sur la conciliation, on demande qu'est-ce qui vous aiderait à mieux concilier. Les gens vont toujours dire plus de congés payés, plus de flexibilité pour du temps. Parce que le nerf de la guerre, souvent, quand on est parent, c'est du temps. Fait que si on a seulement du temps au travail parce qu'on a une place en garderie, c'est pas mauvais. Mais la question qu'on doit se poser aussi à l'inverse, c'est comment est-ce qu'on peut passer du temps, par exemple, si on a besoin, parce que l'enfant est malade, si on veut prendre des vacances avec les enfants, si on veut travailler une journée de moins. Fait que je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qu'il faut voir, puis de dire on peut pas seulement avoir un système de garderie qui est prévu pour faire du temps plein d'un côté, parce qu'à ce moment-là, oui, ça va être un ajout au travail, mais est-ce que ça va être un ajout de temps en famille? Ben, ça ne peut pas tout faire non plus. C'est pas sa vocation, je pense. Là. Donc, on ne peut pas lui en demander plus que ce qu'il sert à faire. Non, puis le programme des CPE, comme vous l'avez mentionné, disons, oriente grandement la subvention qu'on fait aux familles, au sens où, justement, on vous permet d'aller en garderie, mais ce n'est que pour faire en sorte que vous puissiez aller travailler, finalement. Donc, tandis que la CPE, tandis que la subvention famille peut faire en sorte qu'on puisse passer beaucoup plus de temps avec les enfants. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important aussi, qui peut être pas aussi bien reconnu dans nos sociétés, justement, c'est le temps de qualité passé en famille. Donc, et on dirait que c'est pas une priorité dans l'ordre actuel du système tel qu'il était, non? Et pourtant, quand le gouvernement du Québec sonde les parents sur l'usage de leur temps, les parents qui travaillent 40 heures ou plus disent en majorité qu'ils souhaiteraient travailler moins pour avoir plus de temps en famille. Donc, il y a effectivement une demande à ce niveau-là. Puis, si on termine sur la question de CPE, ça, c'est un peu la prémisse de l'étude qui va paraître bientôt. On en reparlera peut-être si vous le désirez. Il y a toute la question aussi de qui a accès au système ou pas. Parce qu'il faut quand même dire que depuis presque 30 ans, jamais ce système-là n'a été capable de répondre à la demande. Et à cause du mode de financement, qui est un financement qui va directement à l'établissement plutôt qu'aux parents, si vous êtes dans le club qui réussit à avoir sa place en garderie subventionnée ou en CPE, c'est très bien. Vous avez une bonne subvention de 60 à 70 $ par jour pour un coût visible de seulement 9,65 $. Cela dit, si vous n'êtes pas dans le club, ben, vous avez peut-être la chance d'avoir un crédit d'impôt d'environ 33 $ par jour en moyenne pour une garderie non subventionnée qui va coûter plus cher que ça. Ou ben, vous avez affaire à une gardienne à des modes de garde qui sont plus informels, par exemple avec la famille, etc. Puis dans ce moment-là, vous avez zéro du gouvernement. Donc, effectivement, cette inéquité-là, qui est quand même fondamentale au système, où on a plusieurs paliers avec plusieurs montants de subventions qui sont vraiment pas équivalents entre eux, bien, ça fait en sorte que oui, il y a vraiment une inéquité au cœur de ça, puis il y a un accès qui est déficient. Là. Donc, oui, c'est pas un système qui est parfait et ça vaut la peine d'être réfléchi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va l'étudier bientôt. Et bon, dans l'étude, vous parlez aussi de l'immigration. On voit qu'il y a eu des flux migratoires énormes, presque, qui ne s'étaient pas vus depuis peut-être l'immigration durant la guerre et tout ça au pays. Est-ce que c'est une solution justement pour, disons, calmer les brèches de la dénatalité? On sent que peut-être au niveau fédéral, peut-être plus qu'au niveau provincial, c'est vraiment, disons, ça a été considéré comme la panacée, non? Ben, effectivement que c'est ce que beaucoup de nations occidentales ont fait, hein, parce qu'on opère à partir de la prémisse fausse que c'est un peu une colonne de chiffres, puis que s'il y a -1 quelque part, on peut juste faire +1 d'ailleurs, puis qu'il n'y aura pas d'enjeu. Puis sans même aller sur les questions culturelles dont on parle énormément au Québec et qui sont une bonne raison pour lesquelles on ne peut pas effectivement opérer avec cette vision très abstraite du +1, -1, on peut quand même regarder aussi la structure démographique de l'immigration qui arrive au Québec et au Canada pour voir qu'effectivement, ce n'est pas une solution parfaite dans la mesure où, d'abord, le migrant moyen a
30 ans ou plus, ce qui, évidemment, pour des questions de pyramide des âges, ne va pas combler le bas de la pyramide. Hein, va juste arriver un peu au milieu et ensuite continuer de monter. Donc, c'est au mieux une espèce de diachylon là, sur un problème. Et l'autre aspect aussi, particulièrement quand on regarde les travailleurs temporaires, c'est qu'on parle de 144 hommes pour 100 femmes. Donc, encore une fois, la structure de votre population va être très changée selon ce mode migratoire-là. Donc, effectivement, ça peut servir pour répondre à des besoins qui sont ciblés, mais est-ce que ça peut être une espèce de pansement face à la crise des naissances qu'on voit en ce moment? Certainement pas quand on est à 1,33. Tu sais, je l'avais dit tout à l'heure, on est à 9,11 millions de Québécois en ce moment. D'ici 100 ans, ça serait 3,6, supposons qu'il n'y a pas d'apport migratoire. Mais en même temps, on ne peut pas imaginer 6 millions d'immigrants sur 100 ans. Ça serait complètement disproportionné par rapport à la capacité d'accueil du Québec. Puis il y a un certain point où on ne peut pas étirer le truc. Cela dit, si on revenait, par exemple, à une fécondité comme autour de 2008-2009 à 1,7, 1,8, est-ce que cet écart de 0,3, on peut pallier à cela avec une certaine immigration ciblée? Je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les années 2010, le modèle migratoire au Québec, avec des naissances qui étaient relativement vigoureuses pour un pays développé, fonctionnait assez bien. Fait que si on est capable de revenir à une forme d'équilibre comme ça, moi, je pense qu'on peut effectivement avoir une démographie qui va être plus soutenable puis qui va permettre d'avoir un modèle au moins moins en crise que celui qu'on a en ce moment. Parce qu'en ce moment, on voit qu'en fait, il y a vraiment une crise au niveau des naissances, mais qu'il n'y a pas de politique migratoire qui peut régler ça parce qu'en fait, c'est une ampleur qui est tellement grande et en raison de la nature, justement, de l'apport démographique qu'amène l'immigration, ce n'est pas une solution magique. Ben, quelles sont justement les solutions? Par exemple, est-ce que, bon, vous avez parlé de la société civile à plusieurs reprises, comment elle, et disons, de l'aspect organique que doit avoir en partie, tout le moins, nos sociétés. Est-ce que, justement, l'État-providence n'a pas été, de par sa structure même et de son pouvoir de fonction fiscale, n'a pas été un obstacle, grosso modo, à la natalité? Et quel point d'interrogation? Et sinon, ben, quelles seraient les solutions pour améliorer la situation selon vous? Bon, est-ce que l'État-providence est un obstacle à la natalité? Ça, c'est difficile à dire parce que autant d'exemples que de contre-exemples là-dessus, puis c'est tellement un problème qui est large, d'ailleurs, dans l'ensemble des pays du monde, même ceux qui n'ont pas vraiment d'État-providence, que c'est un peu lourd de lui mettre ça sur le dos. Cela dit, est-ce que la crise de la natalité montre les limites de l'État-providence, considérant la manière dont les programmes sont structurés? Ça, c'est absolument oui. Et d'ailleurs, bon, moi, je pense qu'effectivement, autant en santé que parfois en éducation, l'État a un peu montré sa limite comme producteur monopolistique de services. Je pense qu'au Québec, je ne suis pas le seul à dire ça, puis vous non plus par ailleurs. Donc, je pense que peut-être que c'est le genre de questions qu'on va devoir se poser. Tu sais, est-ce que oui, l'État ne peut pas garder un pouvoir régalien, évidemment, qui est naturellement le sien, un pouvoir aussi d'orientation, autant pour définir une citoyenneté commune qu'en éducation, pour donner des grandes orientations dans la production de services, mais qui n'est pas obligé d'être l'unique producteur de tout cela, puis qui peut faire une place pour une diversité, notamment pour répondre à plusieurs besoins. Je pense que c'est vers ce modèle-là qu'il faudrait au moins faire une transition. Puis à ce moment-là, moins on va mettre tous nos œufs dans le même panier, celui de l'État-providence, plus on va être capable d'abord de répondre à des besoins pluriels qui existent dans la société, mais aussi de moins dépendre de ce système-là qui fonctionne plus en ce moment. Après, sur la question des familles, moi, je pense aussi que s'il y a bien une chose dans laquelle l'État-providence devrait être meilleur, c'est pour soutenir les familles. Parce que, moi, je suis pas contre le principe des impôts, bien au contraire, et l'idée qu'il y ait une certaine redistribution envers les familles, considérant que c'est le moment dans la vie où souvent on a le plus de dépenses, considérant qu'il y a une inéquité générationnelle en ce moment où on voit, par exemple, les gens de la génération du baby-boom qui ont acheté des maisons vraiment pas chères, qui ont pris énormément en valeur. Aujourd'hui, la maison est souvent payée. On a moins de besoins parce qu'on n'a pas d'enfants à la maison. On n'est plus à cette époque-là de la vie. Il y a quand même une inéquité générationnelle et je pense que à ce niveau-là, oui, des politiques familiales qui vont être plus généreuses vont permettre de combler parce qu'il y a un peu une inéquité entre les besoins des familles et des actifs qui sont souvent élevés en raison de l'époque dans la vie où ils sont et les ressources qui leur sont, surtout que ça tend à être ceux qui sont ponctionnés justement parce qu'ils sont actifs. Donc, il y a certainement une inéquité à ce niveau-là qui vaut la peine d'être corrigée si on veut que ça soit plus facile d'avoir une famille aujourd'hui, je pense. Et comment pourrait-on le faire, peut-être sans baisser les taxes et les impôts, selon vous? Parce que c'est un peu la seule façon qu'on voit comment le faire d'une manière non coercitive, parce que redonner
qu'on ponctionnait à la source, ça vient avec aussi des inconvénients justement sur la capacité à se projeter, sur le cash flow des revenus familiaux disons, à chaque année. Donc, ça venait avec énormément de sacrifices, sachant que les impôts et les taxes sont le plus grand poste de dépense des familles québécoises. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure solution, selon vous, et comment y arriver sans déficit et sans créer encore l'effet dont on souhaite apporter une solution, c'est-à-dire l'endettement des générations futures? Est-ce que, justement, ce ne serait pas la solution pour créer cette équité? De deux choses l'une. D'abord, quand on parlerait de la production des services qui ne doit pas seulement passer par l'État, ça, c'est sûr que ça, en tout cas en théorie, ça engendrerait une baisse des dépenses. Si on peut avoir toutes sortes de modèles alternatifs, puis pas forcément toujours des entreprises privées, ça peut venir du communautaire, ça peut venir des familles, ça peut être spontané, mais plus, en fait, on réussit à faire en sorte qu'on ne pèlte pas tous nos problèmes dans le panier de services éternellement grandissant, mieux ça va aller. Puis à ce niveau-là, oui, effectivement, que des baisses d'impôts, c'est une chose qui est formidable pour les actifs. Moi, j'ai toujours été favorable. Cela dit, je continue d'être favorable aussi aux allocations familiales, aux allocations à la naissance, parce que souvent, il y a des coûts qui viennent directement avec le fait d'avoir un enfant. Et si on veut qu'il y ait un soutien qui est proportionnel au choix d'avoir une famille, ça ne peut pas être seulement lié au salaire, parce qu'effectivement, tu peux avoir des gens qui ont des très hauts salaires, mais qui n'ont pas les mêmes besoins, justement parce qu'ils ne font pas ce choix-là. Et à l'inverse, tu peux avoir des gens qui ont des salaires plus bas, mais qui désirent justement avoir des familles et tout. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre ça, parce qu'il y a quand même une différence de besoins qui est majeure. Puis moi, je pense que ça doit quand même être soutenu. Puis ça aussi, on pourrait en reparler, mais la question, est-ce qu'une allocation familiale, c'est forcément une politique de redistribution? Moi, je pense pas ça. Et je pense d'ailleurs que quand on fait toujours des programmes pour les familles qui sont testés selon le revenu, on manque un peu le bateau, parce que la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le but, c'est de redistribuer de l'argent des plus fortunés vers les plus pauvres? Auquel cas, ce n'est pas une politique forcément familiale, c'est juste une politique de redistribution, bon, ce qui peut exister, mais ce qui n'est pas une politique familiale. Ou est-ce que le but, c'est de pallier au coût d'avoir une famille et d'avoir un enfant? Auquel cas, l'enfant, il vous coûte aussi cher que vous fassiez 20 000 par année ou 200 000 par année. Fait que ça aussi, c'est un autre changement de philosophie peut-être qu'on pourrait avoir dans nos politiques publiques, parce que sinon, des fois, il y a des politiques qui se veulent familiales qui peuvent être détournées de leur but parce qu'on en fait des politiques de redistribution. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu pervers quand on dit qu'on fait une chose, mais qu'on fait un peu l'inverse avec le programme concret. Là. Donc, pour ceux qui veulent en connaître davantage sur cette étude publiée par l'Institut Cardus, son titre « Un Québec sans enfants », point d'interrogation, aider les familles québécoises à avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent, rapport de recherche et études dont Étienne Alexandre Beauregard a pu nous parler des grandes lignes, mais beaucoup plus détaillé avec l'ensemble des conclusions se retrouve sur le site web de Cardus au cardus.ca. Alors, Étienne Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et dans la deuxième partie de ce balado, nous vous présentons un court extrait de la conférence Le déclin comme opportunité qui a eu lieu à la scène de Le Bourgneuf de Québec le 29 avril dernier et où étaient réunis sur scène Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média, François Fournier, Joey Aubé du podcast Yann et Frank, ainsi que GG et Science, deux podcasteurs français du podcast Le Bon Cœur BTC pour Bitcoin. Bien sûr, une conférence qui avait été organisée en collaboration avec Libre Média et Bull Bitcoin. Alors, pour ceux qui voudraient visionner l'ensemble de la conférence, rendez-vous au libre-media.com et abonnez-vous puisque la conférence est réservée aux abonnés. Alors, bonne écoute à tous. Bonsoir. Merci d'être là. C'est très apprécié à cet événement co-organisé par Bull Bitcoin et Libre Média. Je pense que c'est quand même notre 6e ou notre 7e conférence qu'on tient ici à la scène Le Bourgneuf. On est très, très content de vous avoir comme public. Donc ce soir, on a encore un vaste programme. On va se demander quoi faire finalement dans un contexte de déclin. On a deux invités, d'abord, deux cousins, deux Français qui sont venus de très loin, deux personnages colorés. Donc, je vous demanderai d'accueillir d'abord Science. Ce sont des pseudonymes, hein?
Bonjour, Science. Bonjour. Bonjour à tous. Un deuxième cousin qui est venu de l'Hexagone, qui est également podcasteur comme Science, ce sont des podcasteurs au podcast Le Bunker, pour ceux qui connaissent déjà, un podcast libertarien bien connu dans le monde francophone. Je vous demanderai d'accueillir maintenant Gégé. Bienvenue Gégé, bienvenue au Québec. Merci. C'est votre première fois au Québec? Deuxième. Ah, deuxième fois, c'est romantique, hein? Il dédomise à temps plein, mais un peu moins qu'à l'habitude, puisqu'il est maintenant père de famille. Veuillez accueillir l'animateur de radio et auteur Frank, le dédomiseur. Il est jeune, il est conservateur, il est dynamique. Il collabore justement régulièrement au podcast de Yann et Frank. Veuillez accueillir Joey Aubé. On va maintenant pouvoir prendre place, messieurs. Je vais me mettre au centre. Donc, vaste programme. On va commencer à parler, je pense, un diagnostic. D'abord, je vais poser la question à nos cousins, leur demander comment ça va en France. Ensuite, je vais poser la même question à nos compatriotes, comment ça va au Québec. Peut-être, Science, nous dire quelle est ta lecture actuellement. On ne va pas se mentir, ça ne va pas très fort en France. Ça va pas très fort pour plusieurs raisons. Et si je devais le résumer en une phrase courte, comme ça on ouvre sur le reste de l'émission, je dirais que les Français, quelle que soit leur sensibilité politique, quelle que soit leur ethnicité, leur sexualité, peu importe, absolument personne ne se sent représenté par des représentants politiques, justement. Et personne ne se sent faire partie d'une nation commune, nation au sens de peuple. Oui, c'est vrai que ça marche pas. Non? Tiens. Peut-être là. J'ai l'impression qu'on a quand même enlevé tout ce qui faisait les ciments de la société historiquement en France, notamment la religion catholique. Moi, l'impression que j'ai par rapport à ce qui se passe en France, c'est qu'on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on est déjà le pays dans le monde qui a le plus d'impôts par rapport au PIB. Et c'est un cercle vicieux où plus on augmente les impôts, plus les créateurs de richesses se barrent à l'étranger. Plus les créateurs de richesses se barrent à l'étranger, moins il y a de recettes fiscales. Moins il y a de recettes fiscales, moins il y a de redistribution. Moins il y a de redistribution, plus les collectivistes veulent taxer les riches. Et plus ils taxent les riches, plus les riches se barrent à l'étranger. Donc j'ai l'impression qu'on est dans un cercle qui s'arrêtera quand les frigos seront vides ou quand il y aura peut-être l'émergence d'un homme providentiel. Vous y croyez, ça? Un homme providentiel? Pas trop. Un dictateur éclairé qui imposerait le libéralisme aux Français contre leur gré, peut-être. Mais ça me paraît peu réaliste. C'est rare, les Français qui s'arrêtent assez vite. En général, ils parlent beaucoup plus que ça. Vous êtes très bon, merci. Non, mais d'expérience. On fait attention, c'est Il y a toujours un choc culturel. C'est pas la première fois que Libre Média fait le pont, justement, entre la France et le Québec. On est très heureux. Non, mais bravo pour votre... Vous êtes capable de synthétiser. On adore ça. Merci. Joey, ta lecture du Québec, bon, évidemment, il y a plusieurs éléments. Est-ce que ça va bien au Québec, Joey Aubé? C'est un peu spécial que j'écoutais mes comparses français, puis j'ai l'impression que l'analyse est quand même relativement la même, à divers degrés, bien évidemment. On est dans la province, en fait, l'État et province en Amérique du Nord la plus taxée du continent. On a un gouvernement qui est toujours de plus en plus gros, ce que j'appelle dans mon jargon personnel la méthode de Jean-Pierre Ferland. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. C'est toujours un peu plus d'État, un peu plus de taxes, une petite subvention de plus. Et j'ai l'impression que c'est comme un genre de cercle sans fin, que la solution est toujours plus d'État. Et la raison pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas encore mis assez d'argent. On n'a pas encore taxé assez de gens. Une autre petite taxe sur ça, et bien évidemment, ils sont rendus brillants, nos chers élus / experts de nos jours, à toujours, comment on va dire ça, sugar-coater, si je peux dire, mettre un peu de sucre sur la pilule, en mettant ça sur le couvert souvent de la sécurité, en disant, regardez, il faut mettre une taxe de 30 sous sur les boissons énergisantes, parce que vous savez, c'est pour protéger, avoir davantage de bons services publics, c'est pour protéger nos jeunes, t'sais. Donc, il y a toujours cet éternel un peu réflexe hyper sécuritaire.
puis tu en as parlé amplement, Jérôme, durant la période pandémique aussi, ce clash entre liberté individuelle versus l'hypersécurité, l'hyperpeur du risque. Mais pour ce qui est de la situation au Québec, pour répondre à ta question, est-ce que ça va plus mal qu'en France? Je ne dirais pas. Par contre, on est vraiment... Il y a un diagnostic qui s'est fait il y a 20 ans, sans vouloir faire une plug, d'un documentaire québécois, L'Illusion tranquille, qui parlait de la faillite du modèle québécois, ce qu'on appelle l'État-providence, la social-démocratie, le gouvernement pour certains. Et c'est sûr que là, tranquillement mais sûrement, on s'en va vraiment plus mal que bien. Mais je dirais qu'il y a encore au moins un minimum d'espoir. Il y a encore une possibilité de changer de cap, je dirais, malgré tout. Frank, le dédomiseur. Écoutez, moi aussi, j'écoute nos amis français, mais je me dis, on parle en fait du Québec dans leurs interventions, donc ça sera peut-être un fil conducteur. Des fois, on se demande, est-ce que le Québec est pire que la France ou la France est pire que le Québec? Ce qu'on oublie, en fait, parce que j'entendais le ministre des Finances canadien qui nous sort toujours à peu près les mêmes arguments lorsqu'il présente sa mise à jour budgétaire. Il dit, vous savez, au Canada, ça va quand même bien parce qu'on est un des pays les moins endettés du G7. En réalité, c'est pas vrai. C'est que le Canada est une fédération qui compte un État fédéral et un ensemble de provinces qui ont des gouvernements et qui ont aussi des structures qui elles-mêmes peuvent s'endetter. Donc, quand on compile toutes ces structures-là ensemble, en réalité, le Québec en est à partie de cet ensemble-là et à peu près au même niveau que la France, là. Donc, c'est parce qu'on a subdivisé les couches d'État, et c'est ça qui fait que les choses ont l'air un peu moins pires, mais en réalité, elles le sont, là. J'aurai plein de chiffres pour vous décourager un peu plus tard, mais on est passé, dans les dernières années, je peux vous en donner seulement un pour vous égayer, là, mais dans les 20 dernières années au Québec, les dépenses du gouvernement sont passées de 59 milliards à 150 milliards. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de services, des plus belles routes, des meilleurs hôpitaux? Non. Je pense que tout le monde convient que non. Et on a un peu la même réalité qu'en France, c'est que on parle à peu près à n'importe qui et personne aussi se sent représenté. Malgré chez vous, c'est un peu absurde parce qu'on se dit qu'ils sont rendus à quoi? 23, 25 partis politiques et les gens se réclament encore orphelins. Donc, peut-être ça en prendrait plus, je sais pas. Juste une précision. Moi, à titre personnel, je pense que la situation au Québec n'est pas encore celle de la France. Mmh. C'est une bonne nouvelle parce que vous pouvez nous considérer comme des gens qui viennent du futur pour vous prévenir et qui vous proposent également voilà, quelques pistes peut-être pour essayer d'éviter le pire, ou du moins en tout cas vous sauvez vous, parce qu'on pense qu'on ne sauve pas un pays ou un peuple avec des grands plans collectivistes, on sauve un pays ou un peuple en se sauvant soi-même en premier. Mais, tu parlais tout à l'heure des chiffres, je ne vais pas revenir sur les chiffres en France, mais on est même des mauvais élèves à l'échelle de l'Europe. Le paiement de la dette publique sera bientôt le premier budget de l'État français. Et surtout, et d'après moi, c'est un point crucial, et je pense que c'est également la même chose ici, c'est qu'on a un gros problème démographique. C'est-à-dire qu'on a un système de retraite par répartition. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui sont censés payer pour les vieux, mais vu que les nouvelles générations ne font plus d'enfants, parce qu'ils écoutent la télé et qu'ils regardent Netflix et qu'on leur dit que c'est une haute empreinte carbone et plein d'autres arguments, et ben en fait, il n'y a plus personne pour payer les retraites géantes des boomers, comme on dit chez nous. Et du coup, on est obligé d'importer des migrants du tiers-monde pour pour pédaler sur des vélos, pour livrer des commandes Uber Eats. Et en fait, on voit que même les partis qui se disent, qui sont classés de manière pas forcément objective dans la droite dure, remettent en question l'immigration de masse. Ils veulent éviter l'immigration de masse, mais ils ne veulent pas remettre en question le système de retraite par répartition, parce qu'en fait, la démocratie, c'est des mathématiques. Et 50% du corps électoral en France a plus de 50 ans. Donc c'est des gens qui se rapprochent de la retraite. Donc forcément, si on veut être élu, il faut qu'on ait le vote des boomers. Et pour avoir le vote des boomers, il faut leur promettre encore plus d'État, leur garantir leur retraite. Donc nous, personnellement, en tant que bitcoiner, on se sent un peu sclérosé dans le système politique traditionnel. De toute façon, nous, on ne vote pas. Je pense que s'il y a bien une chose à retenir de l'affaire Epstein, c'est qu'ils financent la droite, la gauche, et qu'ils font tous un petit peu partie du cirque médiatique. Et nous, ce qu'on prône, c'est
d'utiliser les outils pour travailler sur sa résilience et réduire sa surface d'attaque pour que, quel que soit l'homme politique qui est élu, il n'ait pas ou peu d'impact sur nos vies, quoi. Donc les boomers aussi en France, c'est un problème, là. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir la haine des boomers, comme certaines personnes l'ont dans nos sphères. Les boomers, ils ont travaillé, ils ont vécu leur vie. Faut surtout essayer de vouloir changer le système. Mais en soi, les boomers, c'est pas... Ils ont vécu leur vie, ils ne se sont pas posés de questions et ils ont fait ce qu'on a dit de leur faire. Et très honnêtement, la personne qui va critiquer les boomers, mais qui va continuer de payer des impôts en France, à partir du moment où elle va arriver vers la cinquantaine, elle ne va pas vouloir libéraliser le pays non plus, parce qu'elle aura payé toute sa vie sa cotisation de retraite. Donc, c'est un peu Sur le plan électoral, vous dites que comme au Canada, il suffit finalement de vendre de la sécurité aux personnes âgées pour remporter une élection. Pas qu'aux personnes âgées. Ce dont a parlé Joey est une technique classique, je dirais, de manipulation des masses. On pourrait parler de Bernays, mais c'est pas le sujet de ce soir. Et en fait, on va systématiquement vous faire peur dans un premier temps, bien souvent la technique du pompier pyromane, pour ensuite vous vendre des choses que vous ne pouvez pas refuser. Par exemple, on en parlera peut-être plus tard, mais la surveillance algorithmique, la reconnaissance faciale, le scan des mails, des messages privés, etc. C'est pas du tout pour vous observer ou pour regarder tout ce que vous faites. Non, c'est pour empêcher la pédophilie, évidemment. Donc on va toujours sortir des arguments. Mais tu vas porter ton masque à la fin, tu veux pas tuer les vieux. Évidemment que tu veux pas tuer les vieux, donc on va toujours sortir des arguments pour te mettre dans un coin et te donner l'impression que si tu suis pas la volonté de ton gouvernement, tu es quelqu'un de mauvais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose il y a un moment, surtout quand ça va mal, il faut savoir faire bloc et montrer qu'on n'accepte plus. Voilà, le chantage, en fait, tout simplement, à être appelé X, Y ou Z ou être pointé du doigt pour ses opinions. Joey, tu veux rebondir? Écoute, ça me faisait tellement penser. J'en ai parlé aujourd'hui. Il y a eu un segment à Radio-Canada, à Québec, on en parle beaucoup. Grand reportage de Radio-Canada sur la montée du masculinisme toxique dans nos écoles au Québec. Et c'est un concept qui m'intrigue depuis déjà un certain nombre de mois, sachant que ça a comme popé dans les derniers mois par rapport à ça. C'est qu'on nous présente ça, bien évidemment, comme une sorte avec la figure d'Andrew Tate, qui est aucunement, je sais que cet homme-là a quand même un certain following, il est loin d'être mon préféré, mais on présente ça comme le sorte de boogeyman parfait qui serait quasiment à 2 doigts de déclencher quasiment une révolution dans toutes les écoles secondaires du Québec, finalement. Là. Mais finalement, on nous dit que c'est une infime minorité de jeunes hommes, d'adolescents aujourd'hui qui ont des propos supposément misogynes envers leurs professeurs et tout ça. Et je dis pas qu'il n'y a pas une part de vérité là-dedans, mais derrière tout ce discours-là et dans le reportage médiatique que j'ai écouté, on en met toujours vers la fin. Ah, mais vous savez, il faut faire attention, les réseaux sociaux, c'est là que tout se passe. Donc là, les jeunes, bien évidemment, les parents peuvent faire une partie de leur travail, mais clairement, on voit qu'ils sont mis à eux-mêmes là-dessus. Donc on sous-entend que, bien évidemment, on en parle d'ailleurs beaucoup avec les différents pays en Europe qui ont commencé à le faire. Ça commence à faire boule de neige. Interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes en bas de 16 ans. Réglementer les réseaux sociaux. Les gouvernements à travers l'Occident en salivent depuis tellement longtemps. Il se trouve la bonne excuse qui est la sécurité de nos jeunes. Au fédéral, nos collègues français ne le savent pas, mais il y a un projet de loi qui risque potentiellement de passer, sachant que désormais le gouvernement fédéral libéral est désormais majoritaire avec M. Carney. Le projet de loi C9 qui nous présente ça comme une sorte de protection contre l'exploitation des personnes, des jeunes enfants qui sont sur les internets contre les personnes pédophiles et tout ça. Puis là, on dit, voyons, vous êtes contre ça. Ouais, mais derrière ça, c'est quasiment un genre de Big Brother 2.0 / État-surveillance digne de 1984. Donc, à ce niveau-là, je vous dirais qu'il y a beaucoup de similitudes encore là avec la France et le Québec. Là. Je me permets juste de rebondir parce que ce que tu viens de mentionner, aujourd'hui même, j'ai vu un article qui parlait de l'hypermasculinisme en Suisse avec des projets de loi. Donc là,
là, très clairement, on peut constater quelque chose tous ensemble. Moi, je vous invite à utiliser votre sens critique, puisque je pense que tout le monde est capable de réfléchir. Comment ça se fait qu'il y a exactement les mêmes projets de loi, de manière synchronisée, dans tous les gouvernements d'Occident? L'interdiction pour les mineurs d'aller sur Internet, que ce soit en Espagne, en Corée du Sud, qui est un pays, on va dire, aux mœurs occidentales, au Canada, en France, tout ça est parfaitement synchronisé. C'est à se demander s'il n'y a pas un gouvernement après le gouvernement et que nos gouvernements nationaux ne sont pas là uniquement pour dérouler un agenda qui a été décidé à Davos ou je ne sais où. Et vous en avez un, ça s'appelle l'Union européenne, non? Frank, ton avis sur... Ben, si je reviens, je suis d'accord avec les points qui ont été soulevés, en particulier sur la surveillance qui clairement utilise des prétextes qui peuvent paraître nobles en apparence, mais pour instaurer des choses qu'ils sont beaucoup moins. Je voyais, entre autres, cette semaine, vous savez qu'au Royaume-Uni, et là, il y a une pression, un peu ce que Science disait, de copier cette législation-là. Donc, c'est toujours un peu la même mécanique. L'Australie, le Royaume-Uni, la France, un autre le fait, pourquoi pas nous? Ben, peut-être pourquoi pas. Peut-être on pourrait attendre de voir si ce qu'ils font fonctionne ou si c'est une bonne idée de le faire, puis peut-être pas le faire aussi, ou peut-être le faire. Et donc, au Royaume-Uni, on a annoncé maintenant que ça a été voté, une loi que les gens qui sont nés après 2008 ne pourront plus acheter et fumer des cigarettes. Et là, on se dit, bon, en apparence, qui est contre la santé? C'est quoi, vous voulez que les gens meurent de cancer de poumon? Mais lorsqu'on y réfléchit un instant, on se dit, attendez, là, ce que ça veut dire objectivement, c'est que si on se projette dans le futur, il y a des gens qui ont, par exemple, 45 ans qui ne pourront pas en acheter, mais des gens qui ont 47 ans qui pourront en acheter. Et donc là, on va demander des pièces d'identité ou une reconnaissance d'identité à des gens qui sont majeurs et non plus à des gens qui sont mineurs. Et c'est juste ce point-là, personne ne semble y avoir réfléchi. Tu dis, OK, vous allez créer deux catégories de citoyens, ceux qui sont nés après et ceux qui sont nés avant 2008. Et donc, dans le futur, des gens de 50 ans vont aller pour aller dans un supermarché ou quoi que ce soit et on va leur dire, je veux voir vos pièces d'identité pour savoir si vous avez le droit d'acheter des clopes, finalement. Et ça, c'est quoi le but de ça? C'est d'instaurer une espèce de système où on vous demande en permanence de valider votre identité, montrer vos papiers, justifier pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Et c'est un exemple qui peut paraître banal, mais c'est la cigarette. Demain matin, ce sera probablement l'alcool, ainsi de suite. Là. Et si, très, très rapidement, si je peux dire, puis je peux faire un test avec les gens dans la salle, si on savait que l'interdiction de quelque chose l'empêchait, je pense qu'on le saurait. Levez la main ceux qui ont consommé une boisson alcoolisée avant l'âge de 18 ans. Ben, c'est ça. À vous écouter, j'ai l'impression qu'on n'est jamais sorti finalement de la pandémie à ce qu'on a appelé à Libre Média le sanitarisme, c'est-à-dire la santé publique érigée en religion d'État et surtout le risque zéro qui devient finalement un idéal à atteindre, qui est une utopie. Est-ce qu'on est sorti de la pandémie, finalement, dans notre imaginaire, notre façon d'appréhender les choses? D'abord les cousins, ensuite Frank? J'allais juste dire, par rapport à ça, vous remarquerez aussi l'aspect extrêmement contradictoire de ces lois-là. Parce que d'un côté, ce que c'est le cas en Angleterre, c'est le cas au Canada, on a des États ce qu'on appelle les États moralisateurs, donc qui disent aux gens, vous ne devriez plus prendre d'alcool, vous ne devriez plus fumer de cigarettes, vous ne devriez plus aller au casino. Et donc, ils mettent ils font des législations très restrictives. Et de l'autre côté, de l'autre côté de la bouche, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut la légalisation de toutes les drogues. On doit faire des centres d'injection supervisés à tous les coins de rue. C'est normal que les gens puissent fumer du crack, se piquer à l'héroïne. Et là, on dit, attendez... La surmédication là, on aussi, dit, attendez, big pharma, confinement. Mais en réalité, c'est quoi le fil conducteur? Là? Donc, en gros, au Canada, on a légalisé le cannabis en 2018, mais il faudrait maintenant interdire la cigarette. J'aimerais comprendre c'est quoi la logique dans tout ça, là. Quelle est la logique de nos législateurs, si ce n'est que de simplement imiter les lois stupides des autres législations? Là? Je pense que, contrairement à beaucoup de gens qui disent tout le temps il ne faut pas mettre sur le dos de la malveillance ce que l'on peut attribuer à l'incompétence, je crois à tout le contraire. Je pense que tout ça, c'est souvent des tests pour voir comment les populations réagissent, qu'est-ce qu'on peut pousser ou non. Et puis, on va le voir dans une autre partie. Je vais laisser Jérôme mettre des sujets abordés. Mais il y a une tentative des gouvernements, pas d'un seul, des gouvernements, de voir les réactions des individus lorsque l'on crée
des systèmes à 2 vitesses. Une population qui a le droit, une population qui n'a pas le droit. Et ça va être sur plusieurs niveaux, selon moi, c'est déjà le cas. Mais c'est un petit peu de tester la tolérance à l'idée qu'il y ait des systèmes à 2 vitesses, une justice à 2 vitesses, des autorisations à 2 vitesses. Et on va s'apercevoir un peu plus tard, quand on parlera des solutions et notamment de la fiscalité, que c'est déjà en place. Et oui, tout ça, ce sont des tests. En fait, le Covid, ils ont poussé le système jusqu'à la lie. Ils disaient qu'il fallait se faire vacciner tous les 3 mois. Quand ils se sont rendus compte que les gens sortaient dans la rue, que les camionneurs sortaient dans la rue, ils ont mis ça de côté. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils utilisent ce système-là dystopique. Ils essayent de l'imposer avec d'autres artefacts, que ce soit le CO2, les taxes carbone ou les crédits carbone. Ça va être aussi sur la pédophilie et l'accès aux enfants à Internet. Mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent être utilisés pour arriver à ce but-là. Ouais. De toute façon, c'est le meilleur des business des collectivistes et des gouvernants en général que de vendre de la peur pour pouvoir vous retirer des libertés qu'ils vous revendront ensuite. Ça, c'est un classique. Ça a démarré comme ça, le business des assurances. Et puis, on peut s'apercevoir que c'est absolument comme ça avec tout. On va toujours vous dire, non, il faut absolument que ta transaction immobilière passe par un notaire et qu'il y ait des chèques bancaires contre le money laundering, comment on dit, le blanchiment d'argent, etc., parce que ça peut financer du terrorisme. Les études factuelles montrent que les mafias, le blanchiment d'argent, ça n'a rien changé à leur vie. C'est des systèmes qui, par essence, utilisent les failles. Et par contre, ça a juste impacté la vie des citoyens de la classe moyenne qui, eux, respectent les règles et qui, eux, sont toujours de plus en plus enquiquinés, qui voient leur liberté réduite à chaque fois. Et quelque part, ces libertés qu'on nous enlève, c'est pour mieux nous les revendre par la suite. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Vous êtes bien évidemment invité à vous abonner sur le site de Libre Média ou libre-media.com. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.